Bonjour à tous, je suis Petit Chat. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser PHP-MyAdmin pour administrer une base de données. PHP-MyAdmin est une interface permettant de gérer votre base de données. Il est lié au système de gestion de base de données MySQL et la plupart du temps, il sera installé en même temps que MySQL si vous avez installé une distribution de type LAMP. Il y a d'autres systèmes de gestion de bases de données tels que Access, PostgreSQL ou SQLite avec leur propre interface similaire à PHP-MyAdmin. MySQL est clairement le plus répandu quand il s'agit de faire des petits sites web avec du PHP. Les différences sont en général relativement minimes au niveau de la syntaxe et au niveau du système de fonctionnement, donc tout ce que vous apprendrez ici, vous pourrez le porter sur un autre SGBD. Si vous avez un hébergeur extérieur tel que OVH ou autre, il a dû vous donner une adresse pour accéder au PHP-MyAdmin avec un login et un mot de passe associé. Si vous êtes sur votre ordinateur et que vous avez installé XAMPP ou autre, l'adresse est souvent accessible en tapant localhost/phpMyAdmin. Il faudra bien vérifier par contre que vos services Apache et MySQL sont bien démarrés. L'objectif de cette vidéo va être de créer la base de données que nous avons conçue dans la vidéo précédente. La première chose à faire est de créer une nouvelle base de données. Si vous êtes sur un hébergeur extérieur, normalement elle est déjà créée. Pour créer une base de données, nous allons sur Nouvelle base de données. Nous vérifions ici que nous sommes bien en UTF-8. On tape le nom de la base et on clique sur Créer. Vous pouvez alors créer des tables depuis l'onglet Structure où nous sommes. Créons par exemple la table Patient et nous préciserons que nous mettrons 3 colonnes. Il faut d'abord créer le champ ID patient. Vous devez préciser le type, en l'occurrence pour un ID, on met un entier, donc un type int. Nous devons préciser que c'est notre clé primaire, nous mettrons donc en index primary. Enfin, nous pouvons préciser que le numéro sera attribué automatiquement, donc il faut mettre AI pour auto-increment. Créons maintenant un champ pour le nom que l'on appelle non-patient. Là, il y a un piège pour le type, car il ne faut pas mettre type texte, qui est réservé pour les champs longs tels que les commentaires ou les messages, mais on mettra un varchar qui est plutôt réservé pour les champs courts tels que les noms et les adresses email, mais il faudra préciser le nombre de caractères maximum, en l'occurrence 200, et ce sera plus rapide que les champs texte pour faire des requêtes après. Déclarons maintenant la date de naissance, et ici pour le type, nous mettrons de type date. Voyons donc la liste des différents types usuels de champs. Nous venons de voir varchar, text et int, et nous pouvons également faire des floats ou des doubles pour les nombres à virgule, ou encore des booléens pour les champs vrais ou faux. Pour les dates, nous venons de voir le type date. Il faut savoir qu'ils sont stockés au format international avec l'année en premier. Il faudra donc la convertir pour avoir une date au format français. Pour stocker à la fois la date et l'heure, vous avez le type datetime. Un des problèmes néanmoins du datetime, c'est que ça ne gère pas les décalages horaires ni les fuseaux horaires. Donc je vous conseillerais de stocker plutôt le timestamp, c'est-à-dire le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit, heure universelle. Il faudra bien stocker le timestamp dans un big int pour éviter les problèmes parce que sinon, pour les dates avant 1901 ou après 2038, ça va dépasser les valeurs maximales. Attention, il y a un type timestamp dans MySQL, mais il a plusieurs problèmes, donc globalement, je vous conseillerais plutôt d'utiliser des big int. Enfin, nous avons le type set ou enum qui vous permet de choisir parmi un nombre de choix limité à préciser comme dans cet exemple. Si un champ peut ne pas être renseigné, il faut cocher la case nul. C'est un peu trompeur comme nom, car nul ne veut pas dire 0, mais ça veut bien dire non renseigné. Idem pour une chaîne de caractères, la chaîne vide sera différente de nul. Vous pouvez aussi renseigner une valeur par défaut dans le cas où l'on ajoute un enregistrement sans préciser le champ. Pour notre exemple, nous allons créer une deuxième table séjour. On lui met un champ ID séjour en clé primaire avec une incrémentation automatique. On lui met par exemple un champ début en type date. Nous avons une liaison 1 à plusieurs avec la table patient. Je dois donc stocker l'ID du patient correspondant. C'est une clé étrangère et toutes les clés étrangères doivent être mises en index. Le fait d'indexer un champ va permettre d'accélérer les recherches dessus. Il peut donc être intéressant d'indexer d'autres champs que les clés étrangères.
Vous voyez que vous pouviez aussi déclarer un champ en unique. C'est pour préciser que comme une clé primaire, il ne peut pas y avoir deux individus qui ont la même valeur pour ce champ. Une fois que vous avez créé vos tables, vous cliquez sur votre base de données et vous pouvez aller dans le menu Concepteur. Vous pouvez déclarer ici les relations entre vos tables. Je vais donc créer ma relation entre séjour et patient. Je clique sur Nouvelle relation, puis je clique sur ma clé primaire et ma clé étrangère. Il vous demande après de préciser ce qui se passe si on supprime un élément de la table patient. Logiquement, les séjours des patients supprimés n'auront plus de sens, et donc vous pouvez dire de les supprimer automatiquement en mettant cascade. De la même manière, si nous modifions la clé primaire de notre patient, nous pouvons dire qu'il faut changer tous les ID patients de la table séjour correspondant au patient. Vous savez maintenant créer des tables et des relations. Vous pouvez, pour vous entraîner, reproduire la base que nous avons conçue dans la vidéo précédente et qui apparaît sur l'écran. Une petite parenthèse, vous remarquez que j'ai enlevé tous les accents. En théorie, ça peut marcher, mais il y a toujours des bugs de temps en temps, et quand ça arrive, vous ne savez pas pourquoi. Donc je vous conseille de les enlever, ainsi que tous les autres caractères spéciaux et les espaces. Je vous laisse donc 10 secondes pour mettre en pause la vidéo et pour essayer de reproduire ce graphique sous PHP-MyAdmin. Alors en théorie, vous devez avoir ce résultat-là. Si ce n'est pas le cas, vérifiez bien que vous avez bien défini toutes vos clés primaires et vos index, sinon vous ne pouvez pas créer vos relations. Il y a éventuellement une erreur que vous avez pu faire. Pour la table médicaments examen, il y a deux clés à mettre en index primary. Et il ne faut pas cocher le auto-increment, car les clés seront attribuées par les autres tables médicaments et examen. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez aller dans l'onglet Structure. Vous pouvez modifier les champs de votre table et donc ajouter, supprimer une colonne, modifier une clé primaire, etc. Voyons maintenant comment ajouter des enregistrements dans la table. Quand vous êtes sur la table, vous pouvez aller dans l'onglet Insérer. Vous pouvez alors créer quelques enregistrements simplement. Il est inutile de remplir l'ID patient car le numéro est de toute façon attribué tout seul du fait de l'auto-increment que l'on a mis tout à l'heure. Une fois vos enregistrements insérés, vous pouvez voir votre table dans l'onglet Parcourir. Vous pourrez alors éditer un enregistrement ou le supprimer. Modifions par exemple la date de naissance de Bob. À chaque fois que nous faisons une action depuis PHP-MyAdmin, nous avons la requête qui vient d'être effectuée qui apparaît. Nous étudierons la syntaxe de cette requête dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, nous allons juste la copier et la coller dans l'onglet SQL. Nous la modifions légèrement et on peut réexécuter la requête. Vous voyez ici que mon champ a été remodifié. Nous allons voir maintenant comment créer des vues. Imaginons que je veux une table avec toute la liste des séjours et avec les noms des patients associés. Nous allons voir dans la vidéo suivante que nous pouvons écrire la requête suivante. Nous avons bien la table souhaitée. Nous pouvons alors créer une vue et mettre un nom de vue. La vue sera alors accessible ici. Une vue va correspondre à une table virtuelle. Cela veut dire que vous pourrez créer des requêtes avec, comme si c'était une table, mais que dans le disque dur du serveur, cette table n'est pas sauvegardée. Elle est calculée à chaque fois qu'on en a besoin. Dernière fonctionnalité à connaître, il est possible de faire une exportation ou une importation, soit d'une table, soit de la totalité de la base de données. Vous devez alors préciser le format d'exportation. Si votre objectif est de faire une sauvegarde, vous laisserez SQL. C'est notamment utile lorsque vous avez développé sur un serveur de développement et que vous voulez après passer sur un serveur de production. L'autre format utile est CSV, ou CSV pour Excel. Ça va vous permettre de récupérer vos données dans pas mal d'autres logiciels. Et voilà, c'est terminé. Vous connaissez maintenant le plus important de ce qu'il faut savoir sur PHP-MyAdmin. Vous avez un petit questionnaire en description pour tester ce que vous avez retenu. Le prochain chapitre portera sur les requêtes SQL et nous les testerons dans PHP-MyAdmin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau cours de petit chat.